Et on a l'impression un petit peu de faire un caprice dans ces moments-là. On a l'impression de quand on réfléchit à se reconvertir, faire autre chose et cetera, on sait que ça va être coûteux, qu'il va y avoir du sacrifice, ça va pas être facile et cetera. Puis on a l'impression de sortir un petit peu du rang. Et en fait, la question que je pose dans le bouquin, c'est, est-ce qu'une carrière, c'est une piscine? Est-ce que le monde du travail, c'est une piscine ou est-ce que ça serait pas plutôt un maxi gros complexe aquatique? Bonjour à tous, vous êtes sur À bout de taf, le cycle décideur et aujourd'hui, je suis avec l'auteur de Ciao les nazes, une longue et très détaillée lettre de démission, mais surtout savoureuse lettre de démission, une forme de d'adieu au travail pour un renouveau du travail, une forme de futur renouvelé avec Séverine Bavon, que je reçois avec grand plaisir. Après quelques éclats de rire en off, merci pour, avoir accepté cette invitation, Séverine. Bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors, est-ce qu'on n'a pas vraiment travaillé si on n'a pas fait une petite crise existentielle sur, aujourd'hui à quoi ça sert, le travail? Il est vrai que le travail, aujourd'hui, vient avec son lot de crises existentielles. Je pense que, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des moments dans une carrière où on se demandait, ce qu'on faisait là, pourquoi on le faisait et cetera. Mais je pense que ce mouvement-là a été pas mal amplifié, notamment depuis le Covid. Je sais qu'on en a marre de parler du Covid, qu'on a tous envie de passer à autre chose, mais je pense il est important de faire un travail de mesure des effets que ça a eu sur nous. Et je pense que le Covid a agi notamment sur le travail comme un grand révélateur. Ça a désossé le travail de toute sa chair, qui était, les interactions, les perks, tous les trucs un peu sympas, le présentiel et tout. Ça l'a réduit à la portion congrue de ce qui était le cœur du travail. Donc déjà, ça nous a, permis finalement de séparer le travail de ce qui l'entourait et donc d'être confrontés à la réalité du taf qu'on faisait, pour les personnes qui étaient en télétravail, bien sûr. Hem Et ensuite, ça nous a aussi confrontés à nos conditions de vie, ce qu'on acceptait pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup de gens dans les grandes villes qui se sont dit: «Oh mon Dieu, je vis dans un clapier à lapin, qui était fait pour dormir à l'époque où j'allais, taffer tous les jours, mais en fait mes conditions de vie sont pas dingues, mais je vis dans un lieu qui me va pas très bien pour pouvoir bosser, pour pouvoir me payer le lieu où je suis pas super bien». Et puis, s'ajoutent à ça plein de questions qui sont fondamentales on a, bossé pour une carotte à la fin, qui était la retraite, devient quelque chose de plus en plus flou et incertain. Du coup, bah, on se disait qu'on allait tenir pour avoir la carotte à la fin, mais s'il y a pas de carotte, du coup, qu'est-ce qu'on Mmh. fait? Est-ce qu'on améliore le trajet? Est-ce qu'on améliore toutes ces années de carrière? Puisqu'a priori, il y aura pas nécessairement de mieux, pour la récompenser. Bref, il y a eu énormément, je pense, de questionnements qui sont tombés tous d'un coup Mmh. sur le travail. Et qui font qu'effectivement, nous, on se retrouve tous à notre échelle à se poser des questions un peu clés, qui sont: «Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que mon taf est remplaçable? Est-ce que, je vais pouvoir continuer? Est-ce que j'aurai la santé pour continuer? Est-ce que ça vaut le coup de donner tant pour, recevoir tant? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je dois m'accomplir ou pas dans le enfin et tout ça en même temps. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, le monde nous amène à avoir des crises existentielles sur beaucoup de choses et le travail, en fait forcément partie. Oui, il occupe une grande partie de nos journées. Heu, le ciao les nazes, c'est une expression qu'on utilise, pour ceux qui ne savent pas, le vendredi soir, et que j'ai découverte moi aussi, quand j'ai commencé à travailler à Paris, donc en mode, ciao les nazes et à toutes dans la soute pour, lundi matin, reprendre encore, cette roue du hamster. Qu'est-ce qui t'a amené, au final, toi tu manies les mots, ton métier c'est, voilà de trouver la bonne formule, pour vendre. Heu, Qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet-là où on t'entend, comme une voix off, d'un personnage, qui déambule, dans les, bureaux, qui se pose pas mal de questions et on s'identifie assez vite à ce personnage sur lequel on sait assez peu de choses d'une certaine manière? Ce qui m'a amenée là, c'est que, avant Ciao les nazes, il y a, depuis quasiment 5 ans, une newsletter que j'écris qui s'appelle CDLT, qui est une newsletter qui avait commencé un petit peu comme une blague, où en fait, au début, je rageais un petit peu sur mon ancien secteur qui était, le market et la pub. Et puis, en fait, au fur et à mesure de cette, newsletter, c'est devenu une newsletter sur le travail parce qu'en fait, les problèmes que moi j'avais dans un secteur étaient, en fait, je m'en rendais compte au fur et à mesure, beaucoup plus là. Et donc je me suis mise à traiter d'énormément de sujets dans cette newsletter,
la méritocratie, le rapport entre travail et souffrance, est-ce que les Français détestent le travail, est-ce qu'ils détestent la réussite? Bref, plein de sujets et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'avec les retours des gens, sur la newsletter, que les sujets qui tapaient, le plus intensément, auprès des gens, qui allaient vraiment les toucher, c'est ceux où je mettais des mots, sur des choses qu'ils avaient l'impression de vivre tout seuls. Mmh. Hem Et moi, à chaque fois, j'étais là, genre, j'ai pas toujours des solutions à proposer vu que j'arrive souvent à la conclusion que les problèmes sont systémiques. Donc c'est pas évident de proposer des solutions, Mmh. clés en main comme on a l'habitude d'en attendre, du dev perso et cetera. Et j'ai réalisé par les retours des différentes personnes que, déjà, mettre les mots, c'est un peu thérapeutique. Quelqu'un qui dit, «Voilà ce que je ressens, voilà ce qu'on ressent, voilà les preuves, voilà des sources qui montrent que c'est plus large que ça permet, un de se sentir moins seul et 2 de réaliser qu'on n'est pas nécessairement responsable. Et donc pour en arriver à la question, au moment, où, une éditrice m'a contactée, avec l'idée de faire un livre, je me suis dit: «Bah, c'est ça l'entreprise que je veux mener». Je veux traiter de plein de sujets qui tournent pas rond dans le monde du travail. Je savais pas encore la forme, avant de trouver la forme de la lettre de démission, mais moi, mon objectif, c'était, un de mettre les mots, pour que les personnes se rendent compte que c'est pas nécessairement de leur faute, que c'est autre chose et donc se disent: «Bah, il y a peut-être un moyen d'action qui est plus collectif plutôt que d'essayer à soi-même de régler les choses» et 2 de les mettre, d'une façon un peu marrante, qui a toujours été ma façon d'écrire, à base de punchline, à base de blagues parce que, je traite de sujets qui sont durs. Je traite de santé mentale, Mmh. je traite de beaucoup de choses et en fait, l'humour permet de les enrober, permet de, créer de l'empathie, de, Mmh. prendre un petit peu du recul et donc ça a donné, ce format-là où, bah, en fait, j'ai essayé au maximum de me rapprocher de la réalité de l'expérience et puis ensuite à chaque fois de remonter Mmh. aux raisons un peu plus larges. Et effectivement, le l'humour, on va dire, satirique, un peu, aussi, une forme d'humour intellectuel, réflectif, hem, il te permet aussi de déconstruire, certains mécanismes ou de les analyser, et l'un des mécanismes, que tu traites assez bien, c'est celui, du contrôle. Heu, dont, la question d'utiliser des gadgets de bien-être pour contrôler le bonheur du salarié. Est-ce que c'est finalement l'aboutissement, de cette, promotion à la santé mentale et qui a commencé par la qualité de vie, bien-être et maintenant à cette injonction à être, bien dans sa tête et confortable au travail? En gros, le livre, c'est des raisons de démissionner. Chaque chapitre est une raison. Ça part de petites choses et ça monte à des très grosses choses et l'un des premiers, c'est, il s'appelle le yoga gratuit. Il est important pour moi de préciser que le yoga, c'est super, j'adore, il y a pas de problème. Le yoga gratuit, j'en ai toujours profité dans les boîtes quand il y en avait. Mais j'y décortique un petit peu, comment, le yoga gratuit étant le symbole, mais il y a énormément de choses, qui sont assez similaires. Comment des entreprises peuvent avoir tendance à dégainer des solutions un peu simples à des problèmes un peu plus gros que ça. Le yoga étant souvent, ce qu'on dégaine quand on réalise qu'il y a des soucis de stress, de santé Mmh. mentale et cetera. La vraie solution étant de se pencher sur, les process, la culture, le management, et Oui. cetera, tous les facteurs de risque. Mais le yoga est plus court terme, plus efficace, ça fait généreux, ça fait sympa, ça fait, voilà. Le problème, c'est que, c'est pas si inoffensif que ça parce qu'au fond, le message derrière, c'est, bah, la responsabilité est un petit peu sur vos épaules. S Littéralement, hein? Voilà, ouais, littéralement, il faut les descendre, mais c'est un peu un moyen de dire: «Bah, on vous a donné la solution, elle est entre vos mains, du coup, si vous êtes stressé, c'est que vous faites pas assez de chien tête en bas, quoi». Et donc oui, c'est une façon de je sais pas si dans cette, je sais pas si c'est exactement du contrôle, mais en tout cas, je pense que c'est, une responsabilisation individuelle qui peut être quand même très, très néfaste, qui se cache sous des apports enfin, sous des aspects généreux et en fait, le yoga, c'est un exemple, mais les formations à la communication interpersonnelle, Mmh. les tests de personnalité en entreprise, tout ça, c'est fun, c'est sympa, j'ai rien contre dans l'absolu. Mmh. L'instrumentalisation derrière Ouais. qui attire ton regard. Oui, c'est le fait de dire aux gens: «Bah, il faudrait que vous taffiez un petit peu plus sur vos relations les uns avec les autres si vous vous sentez pas bien», plutôt que de se demander si on n'a pas créé un environnement toxique pour les gens, Mmh. qui, les surpressurise et qui donc les rend, violents les uns avec les autres.
Et donc oui, c'est, des solutions un petit peu simplistes. Par ailleurs, oui, j'en profite toujours pour dégommer un peu certains aspects du dev perso. Toujours un plaisir personnel. Pas parce que, ça serait pas bien en soi, mais parce que, je pense que ça trouve toujours sa limite, de dire aux gens que la solution est entre leurs mains. D'une certaine manière, en plus, ça crée aussi, une forme de privilège au travail. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à ce yoga gratuit. Il y en a certains qui en ont plus, le droit, que d'autres. Il y en a certains qui ont plus, ce luxe-là, le Mmh. luxe de râler sur, ce yoga gratuit. Hem, Est-ce que pendant l'écriture, tu t'es posé la question du privilège, du salarié cadre, par rapport aux autres? Oui, je suis partie dans l'écriture d'une d'expériences que moi je connaissais, Oui. donc c'est pas, nécessairement que pour les cadres et ça parle pas que des cadres, mais évidemment, ça s'y prête aussi. Effectivement, le yoga est un privilège. Par ailleurs, même dans une boîte qui propose du yoga, avoir le temps d'y aller est un privilège. Moi, j'ai eu un gros craquage au taf pendant la semaine de la santé mentale, pendant que, mes collègues étaient en train de faire un atelier pour faire des bagues. Moi, j'étais au bout du rouleau et j'ai pas pu aller faire l'atelier, pour faire des bagues. Donc c'était déjà un privilège que de pouvoir aller au cours de yoga déjà, d'avoir le temps de le faire, et cetera. Et effectivement, c'est quelque chose qui caractérise un certain nombre d'entreprises, plutôt du tertiaire où, voilà, les personnes, Urbaine. travaillent dans un bureau, plutôt urbaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on a tendance souvent à, un peu mettre de côté la souffrance des cadres, pour des raisons que je comprends à la perfection. Mmh. Il y a énormément de jobs qui, ont des effets, dramatiques sur la santé physique et mentale. Un ouvrier sur une ligne de production, quelqu'un qui bosse dans la distrib, un routier, va avoir des conditions beaucoup plus dures. Il y a des jobs salariés qui sont, beaucoup plus durs physiquement, qui sont, au contact, d'une clientèle, qui sont rudes, il peut y avoir de l'agressivité. Je remets non seulement pas ça en question, mais je mesure à quel point, ces risques-là sont absolument, dramatiques et méritent d'être traités. On a toujours des centaines de milliers d'accidents du travail, enfin, je trouve ça terrible. Mais on utilise ça comme un moyen de comparer avec des Mmh. jobs de bureau, et de dire: «Bah, ouais, mais on n'est pas à la mine non plus», les fameux moyens de dire: «Ouais, ça va, c'est dans la tête, c'est bon», et en fait, on a, même si c'est pas des jobs qui sont aussi physiques, déjà, ils malgré tout, ils utilisent le corps. Être dans un open space avec 48 000 distractions, des gens qui parlent et cetera, face à un écran bleu 8 heures par jour, stressé, contracté, ça utilise le corps. Et par ailleurs, cette souffrance psychique, c'est pas parce qu'elle est dans la tête qu'elle est pas dramatique. Il y a des chiffres qui sont variables, les études sont pas toutes ultra fiables. Mais globalement, on a quelque chose probablement entre un tiers et la moitié des employés qui déclarent une souffrance psychique au travail. On a un cadre sur 2 qui va faire un burn-out dans sa carrière. C'est loin d'être anodin, c'est par ailleurs des choses qui peuvent mener à des problèmes physiques, des maladies cardiovasculaires, de l'addiction et cetera. Et en fait, je trouve ça important sans qu'on arrête de prendre en com enfin de prendre la comparaison de jobs beaucoup plus, physiquement difficiles pour dévaloriser. Je pense qu'il y a une souffrance au travail globale, elle est multifactorielle, Mmh. elle est large et les cadres justement se sentent parfois pas forcément entendus sur ces aspects-là et parce qu'ils sont aussi très individualisés, chacun dans son coin avec ses propres objos et cetera. Et je trouve ça important aussi que, les cadres réalisent que, voilà, ils ont des raisons légitimes de pas se sentir bien, que c'est pas leur faute et qu'en fait, on est tous dans ce grand bateau qui est le monde du travail, tous, tous, tous et que, c'est pas en s'en posant les uns aux autres qu'on arrivera à le faire avancer un peu mieux. J'ai une question un peu provocatrice, hein. Je Yes, joue, let's go! un peu l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un rite initiatique, obligatoire de faire, une forme de surmenage, de burn-out qui nous apprend aussi à nous-mêmes, nos limites, heu et nos besoins, nos capacités, Mmh. heu, nos ressources réelles alors que, le fait parce que je rencontre maintenant pas mal de jeunes et qui me disent: «Ah mais non, avec la santé mentale, moi je veux pas». Donc il y a une forme d'évitement. Il y a les 2 extrêmes
d'une certaine manière, une forme d'addiction au travail qui a mené, Ouais. pour, beaucoup, cette, on va dire cette quête initiatique, du cadre, vers, le la surproduction ou l'hyperproduction et d'un autre côté, maintenant à force d'en parler, des personnes qui ne veulent surtout pas se confronter à ces situations, Une ni de surprotection. voilà, Ouais. exactement. C'est intéressant. Je pense qu'effectivement, je pense que tu as complètement raison qu'il y a un enjeu générationnel, qu'il y a des différences générationnelles, Mmh. là-dessus et je pense que, dans les générations, on va dire, millennials et au-dessus, hem, le burn-out est souvent un moment assez clé dans une carrière, parce que c'est une prise de conscience absolue et soudaine de ses limites, du sens ou de l'absence de sens de ce qu'on est en train de faire. En gros, une énorme prise de recul et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est storytellé, très souvent. Quand on regarde, des personnes qui, vont aller raconter leur burn-out, des entrepreneurs, des managers, des gens en place, et cetera. Bon, déjà, ils le racontent toujours a posteriori, hein, quand ils sont remontés, hem et voilà, c'est, marqué comme une sorte d'étape du parcours Mmh. initiatique de prise de conscience dans le travail. Hem, je trouve ça dramatique. Je trouve ça terrible qu'on doive en arriver là, pour prendre ce recul-là et ça fait partie de tout le taf que j'essaye de faire depuis des années et avec ce livre. C'est d'éviter qu'on en arrive là, parce que, les conséquences peuvent être dramatiques, durer toute la vie, ça peut être, extrêmement lourd et handicapant et en fait, au final, c'est peut-être un peu tard quand on a, des problèmes de santé qui vont rester et cetera pour se dire: «Ah merde, c'était juste pour ça». Donc je trouve ça dramatique et j'essaye de tout faire pour éviter qu'on en arrive là, individuellement et collectivement à considérer que c'est, normal. Je pense aussi qu'on a hérité, et ça tu me dis combien d'heures tu as parce que je suis intarissable là-dessus, mais d'une, d'une culture où on lie souffrance et valeur au travail. Ouais. Hem, on a l'impression que, si on douille, ça donne de la valeur, que par extension, ça n'a pas de valeur si on n'a pas un petit peu souffert pour l'avoir, qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort, se challenger et C'est cetera. pas normal si c'est trop facile, quoi. Si c'est trop facile, c'est que ça vaut rien. Et je pense qu'on a hérité un petit peu de ça et ça, moi, je m'attelle aussi, beaucoup à le dégommer. Donc, ça, c'est ce point-là. Effectivement, sur, la surprotection peut-être de l'autre côté, moi, je trouve que, au fond, on est tous, heu, en train d'expérimenter là. Mmh. On est tous sur un grand bateau dans un je continue ma métaphore. Je suis en train de la trouver au fur et à mesure, hein. Mais dans un énorme orage du monde du Mmh. travail qui est en train de se transformer d'un milliard de façons, à la fois sans but clair, sans cap, sans savoir exactement comment et où et on est tous en expérimentation. On a, une vague énorme de reconversion, Ouais. qui est en train de se passer du côté plutôt des, millennials, on a, plein de questionnements sur l'indépendance, sur les statuts, sur les trucs, sur les carrières linéaires, pas linéaires et cetera et je pense que du côté des jeunes générations, elles sont arrivées avec un peu un rejet de ce qu'elles ont observé chez nous et en fait, j'ai envie de dire fair point, parce Mmh. on n'a pas fait forcément très envie à voir et avec une forme de volonté de se protéger, de mettre de la distance et cetera. Pour moi, tout ça est une grande expérimentation. Il y a rien de définitif dans tout ce qu'on est tous en train de vivre. Je trouve ça intéressant d'explorer finalement, les différents extrêmes aussi, pour voir, pour en tirer des leçons et essayer de trouver le juste milieu qui nous va bien et on arrive à être, à la fois engagé dans notre taf et puis bien dedans, quoi. Tu soulignes, le caractère, j sous-équipement des managers, Mmh. dans ton livre, des managers qui sont propulsés, sur le front, comme des jeunes padawans, pas suffisamment formés. Comment tu vois aujourd'hui ce qui se passe auprès des managers? Parce qu'eux aussi, ils sont un peu, dans ce bateau, à gérer les desiderata de chacun. En s'oubliant, eux-mêmes parfois ou en faisant avec ou en devenant même l'outil, de l'organisation dysfonctionnelle. Est-ce que finalement, il faudrait arrêter de nommer des managers? Excellente et vaste question. Je pense qu'il faut, revoir la façon dont on les nomme, au fond. Je parle du fait que, les jeunes générations sont de moins en moins attirées par le management. Hem, parce qu'elles, quand on leur demande, elles disent: «Bah, trop de stress et trop Mmh. de difficultés pour, trop peu de bénéfices». Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elles nous ont vues à l'œuvre et elles se disent: «Je suis pas sûre de vouloir leur vie». Et effectivement, les Américains utilisent le terme, d'employé sandwich Mmh. pour, les managers, notamment middle. Mmh mh.
parce qu'ils sont pris en sandwich entre, la direction auprès de qui il faut faire des reportings, qui donnent des objectifs pas toujours concrets et pas toujours, alignés avec les réalités du terrain et l'opérationnel, et le terrain où, en fait, on a, une pression, une souffrance, la réalité, des besoins des clients et des, personnes qu'on manage. Tout en devant faire par ailleurs ces 2 types de tâches, stratégie et opérationnelle, et tout en étant eux-mêmes un petit peu à bout. Hem Ça fait que le management est rendu, particulièrement, compliqué aujourd'hui. On les bastonne d'injonctions par ailleurs. Il faut être, leader et psy et coach et inspirant et en même temps efficace et productif et cetera. On leur donne des objectifs qui sont, extrêmement difficiles à tenir. Ils sont, à la fois parfois en désaccord avec, les objectifs qu'on leur donne et puis en même temps, garants, Mmh. les faire, de les faire appliquer. C'est un poste qui est rendu de plus en plus compliqué et là où je disais, heu, qu'il faut changer la façon dont on les nomme ou dont on voit le management, c'est que souvent, c'est le cabinet Robert Walters qui a nommé ça. Souvent, ils appellent ça les managers accidentels. Souvent, on les promeut, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mmh. On les promeut parce qu'on a besoin de remplir un poste et que quelqu'un est là et que voilà. On les promeut parce qu'ils ont eu une bonne performance opérationnelle et donc en fait, on les promeut pas nécessairement pour, leurs compétences potentielles en management. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous vu, autour de nous. On a vu des gens qui étaient excellents dans un job opérationnel qui sont pas révélés des bons managers et on a vu l'inverse, des gens qui étaient pas forcément très, très bons en dessous, mais qui se trouvent être des managers formidables. Sauf que maintenant, on promeut pas pour ces raisons-là et en plus, une immense majorité demande de la formation et n'en a pas pour accomplir, les tâches et donc on les accompagne pas. Et donc quand je dis qu'il faut revoir le management, c'est que, on a un peu trop oublié la partie management du rôle de management. Aujourd'hui, on les place dans ce rôle intermédiaire, sans les outiller et pas nécessairement pour des raisons de compétences en management. Et donc une fois qu'on a fait ça et qu'on leur donne pas les outils, les moyens, la structure pour bien faire leur taf, ouais, on peut leur balancer des injonctions de: «Il faut être leader et inspirant» et C'est des chefs de projet 2.0, quoi. ça peut, ouais, ils sont chargés, et en plus, ils sont surchargés de bureaucratie, d'opérationnel, de Mmh. reporting, ils passent plus de temps que la moyenne en réunion parce qu'ils font aussi un bout de leur ancien job souvent et cetera. Et donc moi, le message que j'ai, c'est, je pense qu'on leur donne trop d'injonctions, et je pense qu'il faut plutôt questionner les conditions dans lesquelles on les met. Tu parles du fameux, de la conscience professionnelle, de cette forme d'étiquette professionnelle, qu'on Mmh. avait, qui avait ses inconvénients, hein, ce perfectionnisme, mais qui avait aussi ses avantages. De dire, comme il y a une récompense retardée, on va avoir à faire attention, on doit faire preuve de savoir-être, de Mmh. savoir-faire, de faire savoir. Mmh. Et on calculait, nos actions en Mmh. fonction de cette conscience, Mmh. professionnelle, de ces règles tacites qu'on apprenait, que nos parents nous ont transmis. Cette conscience professionnelle, mmh, ce que j'observe, elle est d'une certaine manière, en train de se taire parce qu'il y a une forme d'individualisation, mais il y a aussi une forme d'apathie. À quoi ça sert? Et tu Mmh. l'as dit, hein, une forme de Complètement, ouais. à quoi bon, utiliser cette conscience? Et en même temps, moi ce que je vois, c'est que comme on n'en parle plus, elle ne fait plus partie des codes qui sont importants, elle fait plus partie de la transmission qui est importante. C'est que même les jeunes générations, en fait, elles ne voient pas l'utilité et elles ne connaissent pas les codes. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un actif qui finalement était très important dans les entreprises et qui était tacite et invisible? Mmh. C'est une question intéressante effectivement, pour donner le contexte, il y a Oui, une des raisons, dans la lettre de démission, ça s'appelle «Le chef-d'œuvre de Jeremy Cricket». c'est pour ça que je veux pas Heu, brûler donc ouais, je ne veux pas spoiler. Vous a je achetez le livre. non, mais je révèle un petit peu, mais Jeremy Cricket, c'est le frère de Jiminy Cricket, la conscience morale dans Pinocchio et en gros, j'explique que c'était le frère loser de la fratrie, donc il a un petit peu déconné, il a lâché ses études, il a fait n'importe quoi, puis quand il a fallu se ranger, il a choisi le seul job qu'il pouvait qui est conscience professionnelle et c'est comme ça qu'il se retrouve à, nous, poser des questions un peu vicelardes de type, «Oh là là, tu devrais pas, bosser 2 heures dimanche pour t'avancer pour lundi» ou «Tu es si malade que ça, tu veux pas quand même aller taffer?» Bref, cette espèce de petite voix qui nous force à faire plus pour faire plus. C'est évidemment l'inventeur de «Tu prends ton aprèm»
et de toute la notion de présentéisme et il faut se faire voir, en train de bosser longtemps et de Les mesure codes, de la valeur. les codes, ouais. Ouais, et de mesure de la valeur par le temps passé. Et en fait, quand je dénonce le fait qu'on est persuadé que, que cette petite voix, on la vit individuellement. On en parle assez peu. Mmh. Heu, on va pas dire, «Je culpabilisais de ouf d'être en train de profiter de la vie alors que j'ai une réunion lundi». On le dit assez peu, c'est très solitaire la relation avec Jérémy Oui, c'est Cricket. pour ça, c'est une voix intérieure. Ouais. Et en fait, je pense qu'on est en train de progressivement la questionner. Les jeunes générations ont beaucoup moins Jérémy Cricket, je pense, Mmh. parce qu'elles, mettent plus de barrières, autour du travail. Maintenant le gros de la force de travail, c'est quand même, les milléniaux, les générations au-dessus. Et en fait, on est encore quand même assez, alourdis par, cette petite voix qui nous culpabilise en permanence, qui nous dit toujours qu'il faudrait faire plus au détriment potentiellement de notre santé, pour des raisons pas très claires, mais qui sont en réalité, généralement culturelles dans une boîte. Et qui ne sont pas forcément explicitement racontés. Rarement même, ouais, Voilà, ouais. C'est pas forcément, le manager qui va dire, voi «Il faut que tu rendes ce dossier ouais, avant vendredi 17h». ouais, C'est plus diffus que ça. ouais. En fait, il va te dire, Très «On est bien. jeudi, il faut le rendre vendredi 17h, mais bosse pas toute la nuit dessus». Et en fait, du coup, en fait, si, mais il leur a dit de pas le faire et du coup et donc il y a quelque chose d'un petit peu pernicieux et c'est dans la culture. Et en fait, sur la question de est-ce qu'on le délègue et cetera, moi, je me pose une vraie question autour de l'IA là-dessus. Et j'ai pas de réponse, mais j'ai la question donc je la partage, qui est on parle toujours du gain de temps de l'IA. Mmh mh. Hem Et en fait, moi, j'ai réalisé assez récemment que, dans mon cas et je pense dans le cas de pas mal d'autres gens, le gain de temps qu'on fait sur nos tâches avec l'IA, on l'utilise pas pour, chiller, se reposer et cetera. On l'utilise pour pouvoir bosser encore plus. Et du coup, j'ai l'impression qu'au global, les deadlines se raccourcissent parce qu'on sait tous qu'on peut Faire céder, plus. ouais. Et du coup, je pense que, à l'œuvre derrière ça, il y a la conscience pro. Moi, typiquement, j'ai réalisé, j'utilise, assez massivement l'IA pour les recherches, pour mes articles, sur la newsletter notamment. Et j'ai réalisé que depuis que je le fais, je mets plus de temps sur mes articles parce qu'en fait, je peux faire des recherches massives D'un en rabbit amont, hole. et du coup, je tombe dans des rabbit holes. Du coup, je fais des articles de plus en plus mastoc et longs et cetera, dont je suis maxi contente à la fin, mais qui m'ont pris 3 fois plus de temps. Juste parce qu'en fait, l'IA m'a fait gagner du temps sur une partie de Mmh. recherche. Et en fait, là, à l'œuvre, c'est Jérémy Cricket. À l'œuvre, c'est ma conscience pro qui se dit: «Bah, j'ai gagné du temps, ça serait de tricher quand même que d'en profiter». Et je pense qu'il est toujours à l'œuvre, au contraire, et qu'il prend des nouvelles formes. Mmh. Mais c'est la question même de effectivement la on parle de la valeur travail, mais aussi la valeur du travail. Heu, Parce que surcompenser, c'est aussi s'inquiéter que la valeur du travail ne se voit pas. Ouais. Hem, ouais, je suis d'accord. Il y a toujours cette question de, comment mesurer, comment faire savoir, C'est comment comme les clients qui, quand on livre un livrable, vont demander: «Oui, mais il y a que ça comme slide, vu le prix, il y a pas plus». ouais. Mais comme, on s'est habitué à avoir, une centaine de slides ou, je sais pas quoi par un tel cabinet et que maintenant il y a une forme de commodétisation du savoir, on cherche à faire la preuve, Mmh. prouver, qu'il Ouais. y a de la valeur, qu'il y a du temps, consenti dans cette analyse, de la lecture, parce qu'on cherche à mesurer aussi cette valeur par le travail. Et que c'est hyper dur de la mesurer. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour moi, c'est une des explications principales de la culture du présentéisme, c'est qu'on n'a pas tellement de façons de mesurer l'engagement des gens. Mmh. On peut évidemment leur donner des KPI et tout, mais mesurer leur engagement, c'est difficile. Et donc on utilise, le temps, passé à voir, les gens bosser pour mesurer, leur engagement. Et en fait, au fond, moi, ça m'amène à une autre question, mais qui est fondamentale et un petit peu, abyssale, qui est celle de la confiance. Hem En fait, moi, je crois profondément qu'une grande majorité, des gens veut bien bosser. Mais même pour des raisons égoïstes. C'est-à-dire que Mmh. bien bosser, ça donne un sentiment d'accomplissement, ça donne l'impression de ça participe au sens. Quand on a bien fait son taf, on a passé une bonne journée. C'est même potentiellement assez une motivation assez individuelle. Et en fait, quand il y a une suspicion
que les gens veulent pas bien bosser. On se retrouve dans un truc de menace où, on leur fait sentir que, on voit pas la valeur. Ils se retrouvent à être en défensif sur la valeur. Effectivement, à se retrouver à faire 50 slides alors que 20 allait très bien, juste pour montrer qu'il y a eu du taf et que ça valait les sous. Hem et j'ai pas de réponse encore à cette question-là, mais la confiance crée la confiance et ça va dans les 2 sens et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de ces mécanismes-là viennent du fait que, beaucoup d'employeurs ou de clients se retrouvent à vouloir essayer de contrôler parce que la confiance est pas là. Je pense qu'on a un gros, gros taf de rétablir cette confiance-là, heu, pour redonner effectivement de la valeur au taf. Et ça fait le lien aussi avec, le travail émotionnel, que tu mets en avant, parce que d'une certaine manière, hem, quand on n'a pas confiance, on masque ses émotions et on adopte, l'attitude la plus attendue et la plus conventionnelle pour, éviter, les critiques, Ouais. «Oui, tu es trop négative, tu es trop optimiste, Souris un peu, souris, détends-toi, ça va bien se passer». ouais, tu tires la tronche. Ouais, en fait, quand j'attaque le sujet des émotions, dans le bouquin, moi j'étais partie d'un postulat qui était pas juste au final, qui était, on souffre du fait que, dans les entreprises, c'est pas le lieu pour les émotions et qu'on leur laisse pas, on laisse pas assez de place aux émotions dans l'entreprise. Et je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Il y a de la place pour les émotions dans l'entreprise, mais très souvent juste pour les positives. Les négatives ont pas, Ou droit les de citer. neutres, Ou les les neutres. neutres. Les négatives ont pas vraiment droit de citer. Et ça fait qu'on se retrouve beaucoup, dans beaucoup de cas, notamment quand c'est au contact de la clientèle, mais pas que, heu, à devoir performer des émotions qu'on ressent pas, voire, alors qu'on ressent l'inverse et c'est quelque chose qui est épuisant. Le surface acting versus le deep acting, la différence entre ce qu'on doit projeter et ce qu'on ressent, ça épuise vraiment à long terme et ça peut créer vraiment, du stress jusqu'au burn-out. Et effectivement, dans l'entreprise aujourd'hui, bah, il suffit enfin, je reviens dans le bouquin sur le sujet du happiness management. On a passé cette vague et en C'est même temps, terrible. elle était quand même extraordinairement symbolique d'un message global qui est: «On vous a mis un happiness manager, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Va falloir avoir l'air content», du coup. Et en fait, je pense qu'effectivement, ça signifie aussi dans une boîte dans laquelle on peut pas montrer des émotions négatives, de la tristesse, de la frustration, de la colère et cetera. Je parle de colère saine, hein, je parle pas de colère contre les gens. Ça veut dire qu'effectivement la confiance est pas là, qu'on n'est pas dans un cadre qui est, safe et sain, pour pouvoir exprimer, ce qu'on est et ça coûte à tout le monde. C'est pas facile, pour un manager, pour un employeur d'accueillir les émotions négatives. C'est vraiment, vraiment pas facile pour avoir été dans ce rôle-là. C'est pas facile de demander du feedback, d'être prêt à entendre quand les gens sont, mécontents ou stressés ou pas bien, mais c'est une base assez clé, pour créer les conditions pour améliorer les choses et pour faire en sorte qu'on arrive vers du positif. Oui, il y a, et on en a parlé même, dans le livre, moi, il y a un souvenir à chaque fois que je garde, c'est, on était dans un open space et on devait aller, faire une réunion. On tient la réunion se passe pas très bien parce que tout le monde était stressé, Mmh. on avait des deadlines, les équipes, étaient un peu coupées en 2 et donc il y avait le camp 1 et le camp 2 Mmh. et les 2 représentants du camp, moi en l'occurrence et un autre, on s'est un peu, voilà, frité en disant, qu'on n'était pas d'accord, que si, si on était en retard, c'était pas à cause, de nous, vice versa, peu importe le sujet et l'autre personne sort et éclate en open space, littéralement. Pète un câble. Et Énerve de il colère. se voilà, il se met vers moi, il commence à me crier dessus en me disant: «Mais ça va pas, mais vas-y, montre-moi, qu'est-ce que tu veux faire?» machin, mais vraiment. Et et je me souviens de ce jour-là parce que moi je le regardais, je voyais qu'il était pas bien et il y avait un malaise dans l'open space de: «Mais mon Dieu, il est en colère, il pète un câble». En plus, un homme contre une femme, bon. Mais tout de suite, on voit tout de suite et moi j'avais déjà entendu des rumeurs que la personne avait déjà été arrêtée, et que voilà, on disait pudiquement surmenage. Mmh. Hem Et en plus,
j'étais en clientèle. C'était mon client, même si c'était pas mon client direct et à ce moment-là, mon manager était à ce moment-là, il était là sur le plateau. Il l'a vu. Le mon client l'a vu. Tout le monde a vu la scène, hein, aussi et il me prend à part et il me dit: «On va s'en occuper. OK. Voilà, toi tu rentres, tout va bien. On va s'en occuper». C'était violent, c'était dur, mais on va s'en occuper et ils le prennent à part. Il part c'était 18:00, 17:00, quelque chose comme ça. Il part tout de suite en arrêt, Mmh. pendant un mois, mais il m'écrit à son retour. En fait, juste après, on est devenus voilà, on a neutralisé les relations, on est devenus, collègues plutôt, dans l'entraide et on s'est entraînés et tout de suite, enfin, voilà, on a pu apaiser. Moi, bien sûr, il y a eu un choc parce que c'était quand même Hyper agressif, violent. mais j'avais compris assez vite que sa réaction avait rien à voir avec moi, mais tout à voir avec, les conditions de travail du projet en lui-même et que, d'une certaine manière, c'était l'expression de sa frustration, de sa fatigue, de sa peur, de l'échec et comme ils l'ont relativement bien pris en compte, on l'a pas ostracisé. Ouais. On Et puis moi aussi, je lui ai dit: «Bah, ça arrive, c'est comme ça». Voilà, on va tout faire pour que ça n'arrive pas encore une fois et quand on a besoin de se dire les choses, on va arriver à se les dire doucement. Voilà et on est arrivé à retravailler ensemble pendant longtemps. Même si bien sûr au début, voilà, il y avait un malaise, j'avais pas envie de le rencontrer, j'avais pas envie de le croiser dans le couloir, enfin voilà, c'était cringe, mais après on est arrivé vraiment à le faire et parfois je me dis: «Je suis pas sûre qu'aujourd'hui on arrive à faire ça». Parce que ça demande de l'énergie, du recul, Temps, du investissement des temps. managers, Voilà, prise de il y responsabilité. avait au moins 4 personnes pour résoudre le problème, hein. Ouais, ouais, Et en plus, lui aussi, il a pris du recul, enfin voilà, ouais. il s'est fait accompagner Toi, tu aussi. avais la solidité pour, accepter ça et passer outre ce qui Voilà et puis bon, c'est des choses qui arrivent, enfin voilà. J'ai tenté il y a pas longtemps à mes étudiants de leur expliquer ce que voulait dire le travail émotionnel et je leur disais: «Mais moi, en ce moment, je suis avec vous, je vous enseigne quelque chose, je suis en train d'afficher un sourire alors qu'en fait, je suis fatiguée». ouais. Je me suis: «Ah bon?» Bah oui, eh oui. Et j'aurais dit: «Mais effectivement, mon corps est en train de bouger, dans la salle, pour pouvoir animer parce que je vois bien que votre attention» et ça, c'est quelque chose qu'on ne Ouais, mesure pas, l'attention qui file, ouais. heu et c'est C'est ça le effectivement, travail bien émotionnel, c'est, voilà, gérer ses émotions pour générer certaines émotions chez les autres. exactement Ouais, et ça, on le perçoit de moins en moins parce que comme on est derrière l'écran ou qu'il y a un canal d'interface avec l'IA qui va soit traduire les émotions, mmh, soit on est moins entraîné. Moi, je vois que, parfois avec, que ce soit des étudiants ou pas, même avec mes clients, il y a des mes blagues tombent à plat, c'est terrible. ouais, c'est l'histoire de ma vie aussi, ouais. Mmh, ouais, Parce qu'on se rend compte que pour certaines personnes, les blagues, c'est important ouais. pour, créer du lien et pour aussi créer, Pour d'autres, c'est heu pas le lieu, ouais. et pour d'autres, mais pas du tout. Ouais, C'est ouais. Mais, ça m'intéresse cette question de pleurer au travail parce que moi heu, je suis quelqu'un de très, 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 très émotionnel et je m'en suis rendu compte une fois, quand mon boss j'ai eu un excellent manager qui un jour m'a dit, «Tu sais Séverine, tu crois sûrement que tes émotions sont ton sont un défaut chez toi dans le travail, mais en fait c'est ta plus grande force». Et en fait, ma première réaction, ça a été de me dire: «Mais je vois pas du tout de quoi tu parles, mais alors pas du tout». Mais le fait est que j'étais en train de chialer quand il m'a dit ça. Donc bon, ça a été la prise de conscience qu'effectivement j'avais des émotions et mais comme nous tous, on a ouais, des émotions, ouais, 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 heu, mais je fais partie de ces personnes, s'il qui y en a qui nous s'expriment. écoutent, non, qui en ont beaucoup à la fois, Ah oui. et dans une journée, quoi. Et ça a été le début d'une lente prise de conscience, du fait que j'ai toujours eu l'impression qu'elles étaient inadéquates Mmh mh. et qu'il Mmh. fallait les cacher. Hem et au fond, cette prise de conscience s'est terminée par une chose, c'est de réaliser que, hem,
on a à la fois une envie de cacher les émotions négatives et à la fois une normalisation d'une certaine forme de souffrance au travail. Parce que quand on y pense, une personne qui pleure au travail, on peut être à peu près 99 sûr qu'elle a tout fait pour pas pleurer au travail. Parce que globalement, si elle pleure dans un endroit public, Oui. alors que voilà, généralement on pleure dans les toilettes, quoi. Elle a voulu le cacher. Si ça explose à ce moment-là, c'est qu'elle est déjà vraiment très, très loin au niveau du bout du rôle. Et donc en fait, techniquement, ça devrait être une alerte gigantesque. Ouais, Ça devrait être un truc, ça devrait être le signe qu'il s'est passé quelque chose de grave ou il y a quelque chose qui va fondamentalement oui, pas. bien sûr. Et en fait, on est gêné parce qu'en fait, on regarde la personne au lieu de regarder les problèmes qu'ont causé le Non, fait qu'elle en arrive là, quoi. et c'est pour ça que je dis, je vois la question du pleur, c'est pas le pleur en lui-même qui me gêne parce que, comme dirait ma mère, j'ai toujours été une C'est qu'on sait pleureuse. pas le gérer, quoi. C'est les autres. Ouais, On voit tout de suite la vague tout d'un coup ouais, de gêne, de gêne, de surtout dans des milieux où on est supposé être en maîtrise, qui sont pas forcément des milieux, supposés créatifs. ouais, On va oui. considérer On est que plus dans la rationalité, voilà, dans la retenue. l'analyse, Ouais, on est dans l'analyse. On se tient, on est posé, on n'est pas dans des éclats de voix, heu on n'est pas dans la ni dans la joie, ni dans la tristesse, enfin voilà, ouais, et tout est feutré ouais. et tout d'un coup, effectivement, Un truc ce qui fameux vient savoir-être. ouais, C'est que le savoir-être qui rentre en collision avec le savoir-faire comme si c'était une promesse d'incompétence. Tout d'un coup, on va se dire: «Oui», comme tu disais, alors que non, il y a des artistes, pour qui, le nœud même, de leur réussite, c'est leur émotion. bien sûr. Et c'est là où, ça nous ouvre une autre, immense voie qui est, le fait qu'on considère que les émotions, effectivement, rendent potentiellement moins compétents, moins capables d'être un leader, d'être rationnel, d'analyser et cetera. Ce qui défavorise quand même extraordinairement, heu, Pas les mal de femmes. personnes, oui, En fait, qui est un moyen souvent de dévaloriser les femmes, de dire: «Trop», enfin, on cette fameuse phrase: «Trop émotionnelle pour diriger», quoi. Ce qui est hilarant parce qu'en fait hystériques. voilà. Et moi, ça c'est et encore une fois, je sais pas combien de temps tu as parce que je peux en parler pendant des heures, mais tout ça ne marche. Cette idée que, les femmes seraient naturellement plus, émotionnelles et que ça les rendrait moins, capables de diriger, ce qui est évidemment très questionnable, mais tout ça ne marche que si on considère un truc vraiment, heu, important, qui est que la colère n'est pas une émotion. Parce que la colère des hommes, on la formalise jamais comme une émotion, alors que c'en est une. La colère des hommes, c'est très souvent un trop plein d'une émotion qu'on n'a pas Mmh. suggérée qui pète d'un coup. Mais celle-là, c'est marrant, on dit que c'est pas une émotion. C'est mar j'aime bien cet exemple parce que, tu vois, j'allais te citer le même exemple parce que quand je me suis mise en colère au travail, Ouais, c'était considéré comme pas bien. hystéro. Ouais. Ouais, et alors qu'un homme qui se met en colère, c'est généralement la faute de quelqu'un, là, une réaction, à quelque chose qui va C'est pas de et la cetera. puissance, Ouais, et du j'avais fait pouvoir. dans un de mes articles, j'avais fait une recension de toutes les façons dont la colère des hommes politiques était décrite, dans les médias, et c'est hallucinant. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'hommes politiques qui s'avèrent être, quand on regarde, énormément colériques, mais on donne des petits surnoms à la colère, on explique que c'est la Un faute éclat, des autres. Voilà, c'est des éclats, c'est volcanique, il y a vraiment puissant. des nutters, je crois, pour, Jeff Bezos, enfin tous les dirigeants, et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, on la dédramatise, quoi. On en fait un fait. Voilà, il est colérique de base. Mais en fait, la colère, c'est une émotion qui arrive quand on a eu trop d'autres émotions et Mmh que mh. ça pète. Et du coup, les hommes sont émotionnels aussi. Et par ailleurs, la colère, ça empêche, d'être capable de prendre des décisions éthiques, ça permet, enfin, ça a été étudié, ça fait vriller, quoi. Et donc Ça obscurcit le jugement. voilà. Et du coup, bah, trop émotionnel pour diriger. En fait, on a tous des émotions, mais il y en a certaines qui sont, Plus valide que d'autres. voilà, voilà. Mmh. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi, une des raisons du rejet de cette structure organisationnelle, qui contraint, d'une certaine manière, pour certains, le seul moyen, c'est de partir, pour d'autres, c'est d'effacer complètement, Ouais. voilà, de se mettre dans une forme de neutralité. Tu parles de complexe, aquatique. Le complexe aquatique Elle du monde du rigole déjà de travail. ces blagues. Ouais, bah, écoute, je suis mon premier public, ça fait au moins une personne qui rigole. Hem, ouais, ça, c'est sur la question de la carrière linéaire. Mmh mh. C'est aussi une grosse prise de conscience. Moi, en gros, j'ai été, salariée. Ensuite, j'ai créé une boîte et dans cette boîte, on a une, communauté de, 800 freelances. Donc j'ai été,
salariée, dirigeante et au contact des frics. Et c'est grâce à tout ça combiné que j'ai réalisé qu'en fait, on a, pas mal hérité de l'idée, d'une carrière comme étant, quelque chose de droit, une ligne droite quoi, comme un couloir d'eau dans une piscine, olympique. Un truc où voilà, on avance, idéalement c'est linéaire, idéalement on fait un certain nombre d'années dans chaque boîte, on a Mmh. pris une belle coulée de départ avec des bonnes études, hein, et ensuite voilà, on fait nos petites longueurs et cetera pour finir dans le jacuzzi de la retraite. Là, on commence à réaliser plusieurs choses. La première, c'est que le jacuzzi de la retraite, il est un peu plein et qu'il y a des chances qu'il soit en panne quand on débarque. Qu'on est un petit peu fatigué déjà parce qu'on a nagé dur, et qu'on est loin d'être au bout de la ligne d'eau là. Et puis surtout que peut-être on n'a pas choisi la bonne voie, et qu'on n'est pas sûr d'avoir, toute réflexion faite, d'avoir choisi la bonne ligne d'eau. Mmh. Et pour beaucoup de personnes, ça arrive, quel que soit l'âge, mais généralement, à partir de la trentaine. Dans un moment où on pourrait se dire qu'on va se stabiliser, dans un moment où généralement nos darons, ils avaient, 2 Déjà 3 enfants, un gamins, chien, une c'est ça. un scénic et où nous, là où on pourrait aspirer un peu de stabilité, on remet tout en question. Je refais pas le point sur le Covid, Mmh. mais je pense que ça a été un grand outil dans cette, transformation, dans ces questionnements-là et du coup, on commence à regarder autour de nous et à se dire: «Hey, je pourrais peut-être changer une ligne d'eau, quoi». Et on a l'impression un petit peu de faire un caprice dans ces moments-là. On a l'impression de quand on réfléchit à se reconvertir, faire autre chose et cetera, on sait que ça va être coûteux, qu'il va y avoir du sacrifice, ça va pas être facile et cetera. Puis on a l'impression de sortir un petit peu du rang. Et en fait, la question que je pose dans le bouquin, c'est, est-ce qu'une carrière, c'est une piscine? Est-ce que le monde du travail, c'est une piscine ou est-ce que ça serait pas plutôt un maxi gros complexe aquatique? Bourré de types de bassins, la grande piscine à vagues, le petit bain, le toboggan, le machin et qu'en fait, une carrière, ça serait pas un tas de sauts entre ces différentes activités? Et en fait, je pense qu'on est en train, par la force des choses, hein, pas toujours par choix par ailleurs, de sortir du mythe de la carrière linéaire et ascendante. Ce qui implique de faire le deuil de plein de trucs, de faire le deuil de la progression, du fait de monter nécessairement en salaire, de monter en grade, et cetera. Mais qui implique aussi de se mettre à chercher d'autres choses qui sont, l'équilibre, le confort, l'équilibre pro perso, la vie, et cetera. Et qu'en fait, on est tous de plus en plus en train de, faire des sauts, parfois latéraux au lieu d'ascendants, parfois de changer de statut, de revenir à son ancien statut. J'ai eu pas mal de free, que j'ai connus, chez Acracy, ma boîte, mon ancienne boîte qui étaient free, qui sont passés au salariat, qui sont revenus free, de faire tous ces sauts-là. Et moi, je trouve ça absolument super. Je pense que c'est ça une carrière aujourd'hui, c'est un paquet de sauts entre les différentes activités aquatiques. En revanche, je pense que, le monde du travail, les structures, les dispositifs, les accompagnements sont encore un tout petit peu à la peine Mmh. derrière cette, évolution-là. Quand on y pense, c'est absurde de penser qu'on s'oriente une fois dans la vie, à un âge en plus où on se connaît pas, on sait Mmh. clairement pas nager et qu'on va se tenir à ce choix-là toute la vie et résultat, comme on n'anticipe pas le fait qu'on est dans un complexe aquatique et qu'on va sûrement changer de bassin, on se prépare pas en amont et on se retrouve à réfléchir à la reconversion généralement quand il est assez tard dans le process, qu'on est, cramé, qu'on n'en peut plus, qu'on sait plus si on n'aime pas, notre boss, notre boîte, le travail, la vie, ce qu'on fait et cetera, qu'on sait plus et on se retrouve à faire des process de reconversion un peu à l'arrache, un peu pressé par le temps, un peu, poussé par l'épuisement. C'est très bien, enfin, mieux vaut le faire, quoi qu'il arrive si on sent qu'on en a besoin. Mais moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on pourrait pas anticiper le fait qu'on va sûrement changer de carrière plein de fois, pour plein de raisons, parlons pas de l'IA encore, hem et anticiper ça et potentiellement, bah, commencer à faire des bilans de compétences avant de réfléchir à se réorienter. Ne serait-ce que parce que ça peut aider quand même vachement à prendre conscience de sa valeur au-delà du taf qu'on a à intenter. Et ça peut nous permettre d'être un peu plus près le moment où on ressentira l'espèce de ras-le-bol et d'envie de changer. Je pense qu'en tout cas, dans les faits, dans la réalité, les carrières sont de moins en moins linéaires. On n'a plus un script défini. Je trouve ça super, je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'on est porté par une envie, de découverte, d'expérience et de choisir quelque chose qui nous va bien à tenter. Mais je pense qu'on a encore un gros taf à faire pour, créer un cadre qui le permette, qui le favorise encore mieux aujourd'hui et qui nous accompagne et pour nous, à notre échelle, l'anticiper et le faire dans les meilleures conditions. Plus que quelques questions avant de conclure, Moi, je suis hyper bien, j'espère que les auditeurs aussi. Moi, je suis Dis-nous, si tu étais un métier. on attaque un questionnaire de Proust? Oui! Si j'étais un métier, j'ai eu un petit dégât des eaux dans mon appart Ah! et on a fait intervenir,
les personnes pour la recherche de fuite. Passionnant dans ce métier. J'ai trouvé ça maxi cool. Il y a 2 gars, ils ont débarqué, ils ont commencé à regarder les trucs. C'était là genre: «Ça vient pas du mur, mais ça peut pas venir du toit. Attends, faut qu'on aille sur le toit et qu'on mesure, à quelle distance on est du toit pour voir si ça a potentiellement pu couler à partir du toit. Non, mais alors peut-être c'est les voisins, peut-être c'est les voisins. Ils ont fait des travaux les voisins, il y a eu du bruit chez les voisins, il s'est passé un truc chez les voisins». Bref, j'ai trouvé ça Détective. c'était un job de détective, d'aller chercher la cause du truc, d'aller escalader. Il y avait toute une partie de démerde pour aller escalader les trucs, écouter, machin. Il y a tout un tas d'outils techniques. Je trouve que, je me suis dit: «Tiens, ce métier me ressemble d'une certaine façon». Parce que beaucoup de choses que j'essaye de faire, c'est d'aller trouver les causes derrière, les choses qu'on voit. On voit, quelqu'un qui bosse le dimanche pour s'avancer pour la semaine, quelles sont les causes derrière ça et jusqu'où ça remonte. Donc j'ai l'impression que si j'étais un métier, je serais un truc un peu comme ça, avec un côté un peu démerde, et une forme de, recherche, enfin toujours d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau, d'excitation, de passage d'un sujet Mmh. et d'un contexte à un autre. Voilà. Si tu étais un outil, Peut-être un niveau à bulle? d'accord. Ouais. Et si tu étais une expression? On va pas se mettre la rate au courbouillon. Ça nous rajeunit pas? J'essaye de continuer à les faire vivre. C'est génial. Merci beaucoup Séverine. Merci à toi. Pour conclure, chers auditeurs, n'oubliez pas de lire le livre de Séverine Bavon-Tchallenaz. N'oubliez pas aussi, de vous rappeler les recommandations de Séverine, c'est-à-dire, d'analyser les racines, causales des dysfonctionnements, d'analyser, les symptômes, d'aller à la découverte de cette détection, des signaux faibles et des signaux forts. Et puis, n'oubliez pas d'utiliser vos émotions à de bons desseins, déjà aux vôtres et puis après on verra la suite. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité et votre encouragement. N'oubliez pas, d'ajouter un pouce bleu sur la chaîne, À bout de taf, sur YouTube ou de vous abonner sur, Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt.